Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui va nous aider à redonner un peu de vitalité à notre enseignement, la pensée visuelle. Pensée visuelle qui peut devenir un véritable atout pour à la fois prendre soin de nous, de vous, raviver votre passion du métier et augmenter votre efficacité. Un combo gagnant, quoi, hein. On va s'attacher avec Sarah Jobon à déboulonner quelques idées fausses sur la pensée visuelle et vous montrer comment cette approche peut vraiment changer la donne. Alors, préparez-vous à découvrir comment la pensée visuelle peut faire briller vos yeux et ceux de vos élèves. Bienvenue Sarah. Coucou. Tu nous décris ce que ça donne la pensée visuelle dans une classe? Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est hyper important, c'est qu'on a tendance à penser que c'est quelque chose à la fois de nouveau, de pas très naturel, de en plus. Voilà. Dans une classe, pourquoi c'est très important la pensée visuelle? C'est que on passe notre temps à lutter pour attirer l'attention de nos élèves, pour garder leur attention, leur concentration. On passe notre temps à essayer de leur faire comprendre des trucs comme ça qui sont assez impalpables, qu'ils ne voient pas. Donc, ce que j'adore, tu vois, moi, si je devais résumer en une chose, la pensée visuelle, tu sais, c'est ce moment où ton élève te dit: «Ah OK, je vois. Ah, Je je vois» vois. et c'est vraiment cette idée: «Je vois, je comprends et cetera, je peux faire des liens». On peut représenter enfin, bah, pour moi, c'est un vrai soulagement. On peut représenter enfin, facilement et en un temps rapide, parce qu'on est là pour de l'efficacité, tout ce que d'habitude les élèves ne voient pas. Voilà, les liens entre les notions, ce que ça représente, pourquoi on le fait et cetera. Tout cet impalpable, tout ce qui nous oblige à répéter tout le temps, en fait. Voilà, donc c'est un objet, un outil de mémorisation, de représentation des informations, de structuration des idées et pour résoudre aussi des problèmes de créativité et cetera, qui est extraordinaire. On va réussir à représenter des choses complexes de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus simple et on la met à la portée de nos élèves. Donc c'est, quelque chose vraiment d'incroyable et vraiment d'indispensable. Du coup, pour ne pas faire peur à ceux qui diraient non, mais moi, c'est pas pour moi parce que moi, je ne sais pas dessiner. Comment on Oui! les retient? On leur dit Alors oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit d'avoir un niveau de dessin de maternelle. Voilà, il suffit de savoir écrire, tenir un crayon et on fait des dessins de maternelle. Si tu veux, je peux te montrer quelques non, exemples. après Après? Sarah. Tu me Ouais, diras. ouais, je réserve parce que OK, d'abord, bah, tu me j'aime guides, tu me ouais, diras. Voilà. j'aimerais qu'on commence par, donner un peu le contour de ce terme qu'on utilise, Oui, pensée visuelle. Vite, OK, je très bien. recommence. Pensée visuelle. On parle de quoi quand on parle de C'est ça. pensée visuelle? C'est ça, la pensée visuelle, c'est le fait d'utiliser le visuel. Donc, on peut utiliser des représentations, ça peut être des diagrammes, des schémas, des dessins, et cetera pour aller, des outils visuels pour représenter les choses qui sont complexes, données à voir et cetera. Mais on utilise déjà la pensée visuelle sans le savoir, hein. Quand on utilise des schémas, scientifiques, quand on a, des cartes, historiques, géographiques et cetera, nous utilisons déjà la pensée visuelle. C'est juste qu'il y a des matières, il y a des moments où on n'y pense pas parce que, ben, on ne sait pas comment faire et il y a plein d'endroits où c'est pas aussi fluide parce qu'on n'a pas un moyen de simplement montrer ce qu'on doit montrer à nos élèves. Et du coup, je trouve que la 1re idée là à retenir, c'est que si on veut utiliser le visuel pour représenter le complexe, il y a tout un travail cognitif qui se fait chez nous. Exactement! Et Et c'est ça ouais. qui est génial, en fait. C'est-à-dire que nous, on le fait, hein, ce travail, on est là, on va filtrer, on balance pas comme ça des informations à nos élèves et cetera. Et moi, ce que j'adore dire, vraiment, c'est: «Quel est le cerveau qui travaille? Est-ce qu'il y a que le mien ou est-ce que là, je traîne mes élèves?» Très souvent, moi, je me retrouve et je me suis retrouvée, il y a des moments, je voulais faire, j'avais une super idée en me disant: «Ça y est, j'ai compris ce qu'ils ont pas compris. Il faut que je leur fasse ce jeu-là et cetera». Et puis, je m'agitais, je faisais plein de trucs et cetera et puis, eux, ben, ils prenaient mais un peu passivement, quoi. C'est moi qui m'agite et puis un jour, j'étais coincée, j'avais pas le temps de terminer ce super jeu de dominos avec toutes les représentations possibles, d'un nombre, des fractions, tu vois? La représentation visuelle, le nombre écrit en lettres, comment ça se prononce et cetera, pour associer tout ça pour eux dans leur tête. Je me suis dit: «C'est ça, il faut que je leur fasse un domino, comme ça, s'ils voient que ça représente la même chose, ils vont le comprendre et ils sauront utiliser toutes les écritures d'un nombre, par exemple. On peut le faire dans toutes les matières, tu vois?» Et là, j'étais coincée, je me dis: «Mon idée, elle est géniale et j'ai pas le temps», j'étais dégoûtée.
Et je me dis: «Mais attends Sarah, quel est le cerveau qui travaille?» parce que le fait de penser à ça, le fait de voir ça et vraiment de voir tous les liens, toi, tu as encore plus compris, tu as encore mieux compris comment tout se structurait. Et ça, c'est tant mieux, hein, mais ça serait bien que ce soit plutôt de tes élèves, en fait. Et du coup, je me suis dit: «Mais c'est pas grave, je vais leur montrer que quelques exemples, c'est eux qui vont finir le jeu». Et tu vois, la pensée visuelle, quand tu dis toute cette structuration, tout ce qui se fait, la mise en lien, la synthèse et cetera, on peut pas dessiner ou représenter quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc, on va pas comme quand on fait d'habitude, on recopie les leçons, on peut le faire ça sans comprendre. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Ah pourtant on a recopié, on a écouté, on était même attentif. Mais de toute façon, la courbe de l'oubli nous dit que, on oublie 70 de ce qu'on a vu dans les 24 heures. Donc si tu veux, grosso modo, s'il y a pas des techniques très actives comme celle-là, on va pas retenir. Nos élèves vont pas retenir. Du coup, dans quel est le cerveau qui travaille, quand nous, on fait toute cette préparation, on structure pour donner les leçons, les créer, les exercices, les supports. Nos élèves à côté, ils recopient. Donc, on se rend compte du décalage. C'est pour ça qu'il y a autant de luttes pour qu'ils retiennent. Alors que si c'était eux qui prenaient les notes comme ça, voilà, cette puissance de se dire, faut que je structure, faut que je comprenne, faut que je fasse des liens, et puis il faut que je personnalise. C'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ai vraiment compris, qu'est-ce que je n'ai pas compris, qu'est-ce que j'aurais besoin de trucs en plus, moi parce que tout le monde du coup n'a pas les mêmes besoins. Voilà, c'est d'une puissance assez dingue en fait, hein. Ouais, ouais. Comme on est sur la pensée visuelle, tu avais des trucs à nous montrer. Oui. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller repiocher ce que Sarah nous montre dans les liens de l'émission. Allez, on regarde. Voilà, alors là, c'est pour donner un exemple, la pensée visuelle, quand moi, bah, j'accompagne les profs, une des questions, claires, c'est ça, c'est quoi ton truc à toi pour gérer l'hétérogénéité des élèves sans t'arracher les cheveux? Et là, par exemple, ce que j'avais vraiment envie de faire passer, tu vois, c'était un grand soulagement pour, les profs qui sont dans l'université d'équipe pédagogique parce que quand j'aurais fait ce dessin-là, j'avais envie de leur dire: «Mais en vrai, il va falloir quand même regarder les choses en face. La classe, c'est le bazar, quoi. On en a un qui a la tête en l'air, l'autre qui est tout en haut et qui va, genre, qui médite tellement il a fini, c'est OK, il est cool. Tu as celui qui est, qui écrit par terre et qui a les fesses en l'air. Enfin voilà, la classe, c'est ça en fait, en vrai. Et nous, on essaye de dompter le chaos. Enfin, faut pas oublier, on est seul face à ces élèves. Il y en a pas un seul qui apprend pareil au même moment, et cetera. Et on essaye de leur faire monter les marches de l'escalier avec une progression, et cetera. Donc, chaque fois qu'on voit ça, on se rend compte aussi, on peut prendre voilà, en termes de réflexivité, se dire ah oui, enfin, faut quand même pas que j'oublie ce à quoi j'ai affaire et comment il faut que j'organise ça, tu vois. Donc, l'idée, c'est je crée des marches d'escalier et je vois qui arrive à monter à la marche suivante et moi je vais prévoir, la suite. Attends, si je montrais ici, pardon, hop, je prévois la suite. L'idée, c'est ça. Est-ce que tes supports pédagogiques te facilitent la vie ou est-ce que tu es écartelé entre les élèves escargots et les élèves fusées et que du coup, souvent comment dire? Les supports qu'on va trouver, ça va être des trucs un peu moyens. C'est pour ça qu'on galère, en fait, à essayer de faire rentrer tout le monde dedans. Alors, ceux qui ont, déjà compris que ça s'ennuient, ceux qui, de toute façon, sont largués, ils n'ont pas les fondamentaux, ben, ça va trop vite et il y en a quelques-uns, on essaye, bon an, mal an, de les faire rentrer dedans. C'est pour ça que c'est compliqué et quand je propose de s'y prendre autrement, alors ça, je te montrerai après. C'est ça, quand je parle de créer un buffet pédagogique, le vrai truc, c'est qu'on va avoir le même objectif pour tout le monde. Par contre, il va y avoir 3 chemins différents. Il y a le chemin rouge, c'est pour les élèves qui disent: «Moi, j'ai aucune idée de quoi tu me parles, en fait». Donc, même si à l'avance, je ne sais pas qui sera concerné par ça, au bout d'un moment, je commence à connaître mes élèves quand même, mais même si des fois, il peut y avoir des surprises, je ne sais pas. Tu vois, quand moi, j'avais le triple niveau, je travaillais comme ça, en fait. C'est cette idée de dire, même si je ne sais pas exactement qui sera dans ce groupe et qui aura besoin, en tout cas, de cet ajustement précis de la consigne, il y en aura. Voilà, donc je me pose plus la question et je fais pas un truc moyen, je fais un truc à enfin tricolore, quoi. Pour ceux qui n'ont pas compris et ont du mal, je vais revenir sur les fondamentaux, je vais manipuler, je vais faire des choses, concrètes et basiques et je vais m'assurer qu'ils aient les premiers, les prérequis et en tout cas que je les construise avec eux. Sinon la séance ne servira à rien. Après, ils pourront enchaîner avec nous, mais si j'ai pas les premiers trucs qu'il faut savoir pour faire ça, ils y arriveront pas. Donc autant qu'on perde pas notre temps et que je mette quelque chose qui est à leur portée.
Ceux qui sont ouverts, c'est facile, c'est tout chousse. Moi, ça roule. J'ai pas besoin de m'arrêter. OK, je vois, j'y vais. Bon, bah voilà, sans doute qu'ils vont me dire: «Qu'est-ce qu'on fait après?» Bon, bah, je prévois déjà une activité supplémentaire, comme ça, ils viennent même pas me déranger. Ils sont occupés en autonomie, et cetera. Ceux qui ont terminé, voilà, c'est validé. Hop, bah, après, tu vas faire ça, c'est déjà prévu. Et moi, j'avais des boîtes comme ça que je mettais sous le tableau. Et puis, voilà, avec les couleurs. Et puis, bah, quand tu as fini, tu vas par là. Et puis, au milieu, c'est nos élèves moyens, quoi. Le orange, c'est OK, ça va, mais ça, je vois pas. Et souvent, la problématique, c'est de la méthodologie. Voilà, c'est par exemple, faut répondre à des questions. Bon, bah, en vrai, ils savent pas vraiment bien repérer les informations essentielles, des informations accessoires dans le texte. Ou il faut donner une réponse complète et ils savent pas. Donc je vais leur donner une checklist, je vais leur donner de la méthodologie en leur disant: «Là, tu peux passer à la tâche suivante si tu as bien fait ça, ça et tu vérifies». Et moi, ça m'évite de le répéter ou d'être accaparé par eux si je l'ai prévu à l'avance, tu vois? Donc quand je veux expliquer ce que c'est le buffet pédagogique et la différenciation pédagogique, moi, j'aime bien cette métaphore du feu tricolore, dire: «À l'avance, je prévois ça». Alors ça ne veut pas forcément dire que je prévois d'ailleurs des activités qui sont complètement Et différentes. non, parce que la Des tâche fois est enfin, voilà, l'objectif pédagogique est le même, exactement. on n'a pas plusieurs classes, on n'a qu'une C'est ça. classe. Mmh. Et justement, souvent, ça peut être un jeu. Et tu vois, quand j'ai envie de parler de la facilitation graphique, là, la pensée visuelle, ou de la gamification, pourquoi c'est pas pour faire mumuse, eh bien, tu vois, utiliser un visuel pour expliquer que la courbe de l'oubli, ça a été identifié par Ebbinghaus en 1885 et ça a été validé par des études récentes des années 2000-2014, etc., qui montrent que c'est toujours valide, en fait, ces notions. Mais cette courbe de l'oubli, ça nous montre que c'est la courbe grise. Si on laisse, les choses se faire comme ça et si on ne fait pas quelque chose de particulier, nos élèves oublient 70 de ce qu'ils ont vu dans les 24 heures. Et là, moi, je me dis: «Mais attends, mais en fait, c'est ça, on est tout le temps en train de travailler pour rien, quoi». Voilà, est-ce qu'on travaille pour oublier ou or not travailler pour oublier? That is the question en bon anglais, en bon franglais. Et donc, comment je peux lutter? C'est ce qu'on appelle les réactivations. Mais c'est difficile de trouver le temps de le faire. Et puis, si on refait exactement pareil, bon, souvent, les enfants passent à côté, peuvent avoir l'impression qu'ils savent déjà. Donc, c'est pour ça que les jeux, pourquoi c'est intéressant? C'est un moyen rapide de les mettre dedans et de rebrasser les mêmes notions régulièrement et facilement. On peut les mettre en autonomie parce qu'ils ont déjà travaillé sur ce sujet et s'assurer qu'ils vont le revoir. Donc, voilà, travailler avec des jeux, c'est à des moments précis et pour certaines, choses précises. On fait pas mumuse et c'est pas pour n'importe quoi, en fait. C'est soit pour ce qui est long à apprendre, soit pour ce qui est facile à oublier, soit pour ce qui, demande de l'émulation. Parce que dans un même groupe, on peut se dire, voir un élève qui se sert, par exemple, de sa leçon, d'un dictionnaire, de tout ça, ben, les autres, par imprégnation, vont voir et vont se dire: «Ah ouais, tu fais comme ça et c'est comme ça que tu gagnes des points de bonus. Attends, mais moi, je veux te battre, moi, je veux les points, je vais faire comme toi». Et ça va être des fois beaucoup plus efficace que certaines, séances de méthodologie où on va leur bien apprendre tous en même temps, la même chose. Voilà, donc c'est quelques exemples comme ça pour montrer que les idées très complexes comme ça, pour les avoir en tête plus facilement, le visuel, tu vois, va nous aider. Ça, c'est mon projet, mon processus d'apprentissage, inratable ou presque là, en 7 étapes. Et c'est dire: «C'est le même en fait. Mes séquences, c'est les mêmes, mais pour le projet où la séquence bleue, la séquence rose, la séquence jaune, ça change». Comme ça, dans ma tête, c'est clair, c'est simple. Tu vois? Donc dans la préparation, ça on en parlera plus tard. Dans la préparation, pour nous, hein, tu vois que ça déjà, c'est des outils pour nous. Si je veux pouvoir enseigner et clarifier, même pour moi, la pensée visuelle, moi, ça a été ma grosse surprise. La première utilisatrice, ça a été moi. Oui, c'est ça. Ça a Ce été que ce moi. que ce que je trouve intéressant là dans ta proposition, tu viens de nous illustrer comment la pensée visuelle vient nourrir notre pratique. Alors tu t'es basé sur ce qu'est la différenciation et ça permet effectivement alors à toi de faire le tri dans ce que tu penses et dans ce que la représentation que tu as de la différenciation Ouais. visuelle et ta manière de le mettre en image, en visuel, pour faire comprendre à l'autre et que l'autre, finalement, se l'approprie, active ses représentations. Ah ouais, ok, effectivement, c'est limpide. Ah, je vois. Voilà, ah, je vois. Je trouve que ce ah, je vois, il va nous guider pendant tout notre échange. Alors, qu'est-ce qu'on sait de
pourquoi ça marche Ouais, et qu'est-ce que ça actionne comme levier ouais. dans notre cerveau, hein, parce que tout ça n'est qu'une histoire de cerveau. C'est ça. En fait, la pensée visuelle, elle fonctionne parce que elle capitalise sur la capacité du cerveau à concevoir et à avoir, des relations, à percevoir des relations, des motifs dans les représentations visuelles. Donc, en gros, ça permet de, activer la mémoire visuelle, la compréhension spatiale, la créativité et ça facilite une meilleure compréhension et rétention de tout ce qu'on a pu voir parce que la mémorisation, on marche par ancrage, comment dire? On accroche ensemble des informations qu'on connaît ou qu'on comprend à des nouvelles et on catégorise en disant: Ça va avec ça va avec ça c'est pas la même chose que ça». Donc quand on fait ça, c'est très actif en fait le processus et en fait notre cerveau, hem traite l'information visuelle 200 plus vite et on retient 60 de plus, enfin 60 plus, ce qui est visuel par rapport aux mots écrits. Voilà, il y a des études là-dessus, donc c'est phénoménal et si tu veux un test très simple, c'est que si tu regardes et si demain on te dit: «Tiens, prends tes logiciels et cetera, on enlève toutes les icônes et à la place on va mettre que des mots écrits». Bah, je pense que tu vas mettre 10 fois plus de temps à retrouver parce que le temps de lire les mots, si tu regardes, il y a 26 lettres, mais c'est toujours les mêmes caractères. Donc, faut vraiment rentrer dans le mot, dans la lecture, et cetera, pour après que ça fasse du sens, que ça fasse une image dans notre tête. C'est pour ça qu'on a des icônes partout, parce que tout de suite, voilà, dès qu'on voit un truc, on veut cliquer dessus, ça va Oui, c'est très, très vite. automatique, ouais. Ça me fait penser à alors, c'est peut-être une mauvaise hypothèse, mais ça me fait penser à ce qu'on appelle le palais des mémoires de la Oui, mémoire. tout à fait, mais C'est-à-dire que exactement, tu es dans une topographie, tu es dans un exactement. endroit que tu visualises et tu vas placer à ces endroits des éléments à mémoriser. C'est moi je le vois, mais vraiment comme ça. Tu vois, quand j'ai, entendu parler de cette méthode, du palais de la mémoire, il y a d'autres noms, je me souviens plus, enfin bon, peu importe. Voilà, c'est cette idée d'utiliser la spatialisation. On s'imagine, dans une pièce que nous on connaît, hein, ça peut être notre classe, notre maison, notre salon, qu'on va aller mettre, dans le micro-ondes. Alors c'est mieux quand c'est incongru et cetera, mais on va aller placer, le mot ou tu vois, telle terminaison, tel mot de vocabulaire, telle date pour la retenir et on associe, mémoire visuelle et avec un lieu qu'on connaît, voilà, à un élément nouveau et en fait, quand tu es en train de faire une planche de sketchnoting, tu es en train de choisir à quel endroit tu mets les choses. Donc tu vois, au lieu que ça soit dans une pièce, quand moi j'ai vraiment ça, je me dis: «Mais c'est exactement ça, c'est un palais de la mémoire». Simplement ici, c'est toi qui places à tel endroit et cetera, qui mets les liens. Tu vas dessiner, bah, la pièce, les meubles, mais c'est pour ça que ça fonctionne parce que c'est vraiment ça et quand tu l'as fait, tu te souviens d'où tu as mis, d'où tu as dessiné, d'où tu as fait et c'est pour ça que le dessin, s'il est moche, on s'en moque, en fait. C'est fonctionnel et puis tu peux représenter, tu peux mettre un rond, un carré, une étoile, ça c'est déjà du visuel. Tu mets quelques couleurs, c'est déjà du visuel. Mmh. On voit bien dans ton explication, hein, les je dirais les processus cognitifs, hein, qui sont en jeu, hein. Percevoir les relations, mémoriser, synthétiser, mettre en lien. Ça fait beaucoup, beaucoup de processus cognitifs, donc qui sont si on revient à notre sujet de la pensée visuelle pour remettre un peu de peps, de dynamique et dans notre pratique de nous à nous, dans nos préparations et vis-à-vis des élèves, bon, bah, finalement, ça y est, on est dans le sujet. Je veux bien qu'on essaye de déconstruire un peu quand même, les mythes qu'il y a Ouais. autour de cette, pensée visuelle. Mmh. Qu'est-ce qu'elle n'est pas? C'est pas pour faire mumuse! On vient pas faire mumuse. Alors, je sais, c'est agréable, on va pas mentir. Il y a un côté méditatif, tu sais, c'est comme les coloriages méditatifs. Le fait de te concentrer pour décider, de ce que tu vas dessiner, mettre des couleurs et cetera, ça permet, toi, de te concentrer, de te canaliser. Il y a le même effet que dans le coloriage méditatif. Donc, on a l'air de se distraire, en fait. C'est normal et puis si on voit des petits bonhommes et cetera, on se dit: «Bah oui, c'est pas très sérieux tout ça, hein». Voilà. Non, c'est extrêmement sérieux parce que vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure,
c'est fonctionnel et notre cerveau est exceptionnellement doué pour l'interprétation visuelle et spatiale. Beaucoup plus que les mots écrits. Je répète, 200% plus vite, c'est 60% on retient plus durablement que les mots écrits. Donc, notre cerveau est beaucoup plus câblé pour traiter le visuel. Donc, c'est pas pour faire mumuse, c'est pour déjouer tous les obstacles, pour rentrer dans les apprentissages, pour comprendre, pour visualiser les liens entre les notions. Donc, voilà, passer par des métaphores visuelles, ça va être un bagage, un ancrage qui va être beaucoup plus fort et beaucoup plus durable. Donc, c'est très sérieux en fait. C'est des techniques très sérieuses pour représenter. D'ailleurs, la preuve, quand on a des schémas et des choses scientifiques, on n'irait pas se dire «Oh, ils ont fait mumuse, ils se sont amusés». Bah non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et le visuel, il va être en fonction de ce qu'on est en train de dire. C'est vrai que très souvent, quand on voit la pensée visuelle, on le voit soit pour les entreprises, c'est pas tellement dans la culture de l'école. Dans l'entreprise, oui, parce qu'eux, ils se sont rendus compte. Et alors, si eux, ils s'en sont rendus compte, alors eux, ils vont pas payer des gens pour faire mumuse avec des crayons. Voilà, donc clairement, ils se sont rendus compte que ça permettait de mieux collaborer, de mieux communiquer, de mieux créer des solutions, se comprendre, produire voilà, des choses ensemble. Donc, c'est vraiment des outils fonctionnels et utiles. Donc, c'est pas pour faire mumuse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas pour faire joli. Voilà, donc on peut faire, une sketch note moche. On peut, ne pas savoir, dessiner, trembloter. On peut faire un truc hyper basique. Déjà, on a tendance à le faire. On va souvent quand même mettre des couleurs, et écrire des titres plus ou moins gros, hiérarchiser. On est en train de hiérarchiser l'information, en fait. Et comme on disait, on est en train de se faire un palais de la mémoire, en fait. Donc on n'est pas en train de faire joli et à la limite, si même vous dessinez quelque chose de très moche, vous allez vous en souvenir encore mieux parce que vous allez rigoler en faisant «Ah oui, ce truc que j'avais dessiné parce que ça ressemble pas du tout à un cheval ou à un machin». Et ben, très bien, vous allez retenir encore mieux. Donc, ne vous complexez pas en disant il faut absolument que faire de l'art et avoir fait un bac plus 10 en dessin et en trucs comme ça. Très souvent, les gens d'ailleurs qui sont très artistes sont empêchés, sont embêtés parce que au contraire, on doit aller vite. C'est fonctionnel, on n'a pas le temps. On va pas mettre 3 heures ou 3 mois à faire une sketch note. Ça doit être très vite. C'est voilà. Donc moi, je sais que je dessine, je peins. Et j'ai galéré, j'ai galéré à être dans ce trait très simple et aller droit au but. Mais quand j'ai pensé, dessin de maternelle, bonhomme bâton de maternelle, d'un coup là, j'ai compris que voilà, c'était ça en fait, surtout la représentation. Donc c'est pas pour faire mumuse, c'est pas pour faire joli et non, il y a pas besoin d'être doué et en particulier en dessin et cetera. C'est pas que réservé à ceux qui sont très créatifs ou qui sont doués, en art. Au contraire, vous allez moins vous prendre la tête. Voilà et puis, il y a un autre truc en tout cas que je trouve très, très intéressant, il faut pas croire que ça doit être long. Moi quand j'enseigne, on a, je vous en parlais tout à l'heure, les 6 dimensions, les 6 secrets pour aller dompter cette technique beaucoup plus vite. Il y a dompter le temps et le temps, c'est s'obliger à se dire: «Je fais ça dans un temps très rapide». Alors nous, c'est facile de s'obliger, on n'a pas le temps, donc c'est simple. La sketch note, il faut qu'elle soit faite vite au tableau. Je fais un petit croquis rapide au tableau ou je dois préparer un truc sur le vif parce que j'ai vu que mes élèves là, je vois comment les aider, donc je vais leur préparer une consigne rapide ou alors un affichage, donc on le fait sur le vif, on est en train de corriger. Ça peut être comment dire? La trace écrite qu'on fait ensemble, donc il faut que ça soit sur le vif. Donc ne partez pas dans des méthodes où il vous faudra 100 000 ans, 100 000 modèles pour le faire parce que dans la réalité, quand nous, on s'en sert, il faut que ça soit très rapide et vraiment sur le vif. Donc vraiment, voilà, n'y mettez pas 3 heures, pas en mode usine à gaz, c'est pas pour faire mumuse, il y a pas besoin d'être doué et c'est pas pour faire joli. Bah voilà. Mais du coup, allons dans le concret de ces usages. Toi, tu proposes 6 usages du Ouais, quotidien. ouais. Eh ben, on veut bien une présentation de ces 6 usages. OK, alors, hop, j'ai la sketch note qui va avec, ça va être plus simple. Voilà. Et pour ceux et celles qui écoutent, vous retrouverez tous les visuels dans le déroulé de l'émission. Voilà, pour moi donc, je me suis rendu compte et je me suis dit: «Mais c'est dingue! On doit nous l'apprendre dès le départ, on en a trop besoin». Dans la pensée visuelle, il y a plusieurs, noms, alors je vais rapidement vous les dire. On parle de sketchnoting, de facilitation graphique, des fois de graphic recording ou de captation visuelle, de storytelling aussi visuel, donc de narration visuelle. Donc, tous ces usages, je me suis dit: «Mais en fait, nous qui avons besoin de lutter contre, moi, ce que j'appelle le crime pédagogique». Alors, crime pédagogique, c'est à la fois
pour nos élèves et pour nous les profs, hein. L'ennui, l'abandon, le découragement, le stress, la perte d'estime de soi, le gâchis. On est tous confrontés à ça et c'est ce qui nous fait le plus souffrir dans notre métier, de voir ça chez nos élèves et même nous, on peut vraiment être pris par ce découragement, ce sentiment d'impuissance. Donc, voilà, le pouvoir du fun, c'est vrai que ça remet de la résilience. Moi, j'aime bien parler de résilience joyeuse. Tout ce que j'ai construit, depuis, pendant toutes les 20 années où j'ai été prof et puis plus de 10 ans où je suis, formatrice de prof, ça n'est jamais venu parce que genre j'avais trop de temps quoi et genre c'était trop facile quoi. À chaque fois, c'était un moyen vraiment de survivre. Vraiment, on va parler des choses qui fâchent, hein. C'est pas, je vais pas arriver en mode en vous disant: «Oh, vous faites pas ça, mais c'est trop cool, c'est facile, vous devrez». Non, c'est: «Mince, je suis à bout de toutes les solutions que je peux avoir, j'ai pas le temps, je me sens, tiraillée, je me sens nulle, je vois bien que j'arrive pas à aider assez mes élèves et pourtant je veux le faire, quitte à m'épuiser, à faire un troisième burn-out». On parle de ça, hein. Donc comment réenchanter aussi ce métier? C'est important aussi de remettre, du baume au cœur et de l'efficacité. Donc les 6 usages pour moi, des profs, quand je me suis formée à la pensée visuelle et à facilitation graphique, je me suis dit: «Mais c'est notre métier». Je faisais pas trop de visuel au début, mais je me suis dit: «Mais ça, je le fais tout le temps». Alors quand est-ce que je le fais? En premier, quand je prépare la classe. J'ai besoin de clarté, j'ai besoin de créer des programmations et cetera et depuis que je sketchnote et ben, je mets un peu des petits visuels, si j'en ai envie et besoin, hein, si, c'est pas une obligation non plus. Si je préfère et c'est plus pratique un tableau et cetera, mais des fois pour la progression et en particulier, tu vois, l'histoire de l'escalier et ben, moi, ça va être plus facile de repérer un escalier et de me dire: «C'est quoi les différentes marches? Quelles sont les erreurs possibles? Qu'est-ce que je peux proposer et anticiper comme, type de remédiation, d'exercice ou d'activité que je peux leur donner?» Bah, là, moi, pour toute ma préparation, penser la classe en amont, la pensée visuelle vraiment, facilite la vie. Deuxième usage, c'est préparer les cours, c'est-à-dire, mettre des liens dont on a parlé tout à l'heure. Comment je clarifie? Parce que très souvent nos élèves, ils voient pas parce que au niveau du jargon, ils comprennent même pas de quoi on parle. Ils se souviennent même pas que ça, ils l'ont déjà vu et qu'en fait, ils connaissent. Donc comment je mets les liens et que je prévois, toute cette partie en termes de cours, de didactique? Et bien là aussi, je vais utiliser Sketchnoting. Sketchnoting, c'est je prends des notes pour moi en fait, à la base, hein. Le troisième usage, c'est quand je vais préparer mes supports pédagogiques. Voilà, pour qu'ils soient visuels, et ben, moi j'ai un fils qui est dyslexique, dysorthographique. Là, la slide, elle est un peu chargée. Normalement, je la montre pas en une fois. Voilà, je la fais au fur et à mesure. Bon, là, tant pis, je voulais vous la partager vite, c'est pas grave, mais vous voyez que normalement, on le fait, voilà, on montre au fur et à mesure. Bon, on va jouer le jeu, on va faire comme si c'était le cas. Voilà, troisième usage donc, quand je prépare mes supports pédagogiques, ça va aider tout ce qui est visuel, ça va aider, je vous ai dit, c'est comme les icônes, on traite l'information plus vite. Donc mes élèves vont tous rentrer plus vite dans l'information, dans le support en fait, dans la consigne. Ça va aider ceux qui sont mauvais lecteurs, ça va aider ceux qui se fatiguent vite, ça va aider ceux qui sont dyslexiques. Donc en gros, tous mes besoins spécifiques d'un coup, grâce au visuel et j'avais fait toute une, formation ça avec des profs et on avait, regardé tous les types de 10 et les besoins spécifiques et on s'était rendu compte que dans les préconisations, partout ou presque, on parle d'utiliser le visuel. Donc voilà, enfin là, on fait d'une pierre 10 coups quoi. Donc voilà, pour préparer mes supports pédagogiques, là aussi, ça va me permettre d'aller plus vite et de créer des choses dans lesquelles les élèves rentrent. Et pourquoi aussi ça va aller plus vite? Parce que je suis là et je viens de corriger mon tas de copies et je me dis: «Mince, ils ont pas compris ça». Alors pour trouver l'exercice et le truc qui les entraîne sur internet ou dans les manuels et cetera, au petit bonheur la chance, c'est compliqué en fait. Et très souvent, moi, j'en ai des idées de ce que je pourrais faire et un petit jeu rapide, tu vois? Ça peut être, un quiz, ça peut être comment dire? Un jeu de domino ou des choses comme ça. Ben, moi, je peux le créer en 4-4-2 là, enfin en 2-2 pardon. Je peux le créer en 2-2 quoi, avec, un petit visuel et un petit truc et c'est bon, un jeu, hop, de remédiation, il est créé. Tandis que quand je dois à chaque fois dépendre de l'extérieur pour créer mes supports pédagogiques, bah, je suis dépendante, c'est trop long, c'est pas sûr que je tombe dessus, ça va être une galère et cetera. Alors que là, des fois, je vais même juste le faire au tableau, même pas besoin ou sur une feuille à 3 ou à 4, je leur distribue, je leur pose sur la table et c'est fait. Donc ça me donne vraiment de la liberté, de la créativité pédagogique quand je crée mes supports sur mesure. Le quatrième, c'est, pour animer les groupes dans la classe, pour leur permettre d'être bien autonomes, de fonctionner ensemble, leur donner les responsabilités, leur donner,
les étapes, etc. Eh bien, le faire de manière visuelle, ça m'assure qu'il le fasse encore mieux que quand c'est par écrit, quoi. Voilà. Le 5e usage, c'est, bah, moi aussi, je suis pas que dans la classe. Je participe à des réunions, je dois prendre des notes, je dois retenir ce qui a été dit ou je participe à des formations. Ça va m'aider à mieux mémoriser, à moins m'ennuyer. Il y a des formations ou des réunions, voilà. Je vois que tu l'as dit, presque à mot couvert, mais on l'a entendu, on l'a À moins entendu. m'ennuyer, voilà, hein, bon, non, mais on est sérieux, on se parle sans tabou. Voilà, et ben, à la fois, c'est, bah, ça je peux remettre mon attention parce que je m'occupe des dessins, je vais mieux retenir et ça fait passer le temps plus vite. Et puis, au moins, alors si moi je suis directeur d'école, chef d'établissement, et cetera, là aussi, ça permet de mieux communiquer, de retenir l'essentiel et tu vois, bah, alors tu l'as pas fait, je vous l'avais dit, je vous envoyais un 1000e mail sur le sujet. Alors qu'honnêtement, une image vaut 1000 mots. Avec un truc, je l'oublie pas, c'est affiché là, ah bah oui, je m'en rappelle beaucoup plus vite. Donc c'est beaucoup plus efficace pour nous, voilà, entre nous quand on collabore, et cetera. Et puis enfin pour communiquer, parce que quand on s'y prend autrement, les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. Donc communiquer les idées en disant: «Voilà comment on s'y prend», tu vois? Comme tout à l'heure quand je parlais du buffet pédagogique, de quoi je parle, bah, là, voilà, un visuel, ça suffit et donc ça va être très important pour moi de pouvoir, transmettre mes idées à mon équipe, quand je veux embarquer mon équipe sur un projet, quand je veux embarquer les parents d'élèves, quand je veux même embarquer les élèves, leur dire ce qui nous attend, ce qu'on va faire, convaincre, décider ensemble. Le fait de savoir communiquer visuellement, eh bien, ça va vraiment me faciliter la vie. Voilà, moi, en tout cas, quand je me suis formée à tout ça, je me suis dit: «Mais attends, on en a besoin mais tout le temps». Mais comment ça se fait finalement que ça fasse mais même pas partie de la formation de base? Parce que, d'ailleurs, c'est des territoires, qui sont pas du tout pris en charge par la formation, ça. Alors que c'est complètement ce dont on a besoin pour accélérer, sinon ça nous prend trop de temps, toutes ces choses-là. Alors, préparer sa classe, préparer ses cours, préparer ses supports pédagogiques, animer la classe, participer à des réunions, des formations et prendre note de tout ça, synthétiser les idées qu'on a envie d'en retenir, communiquer avec les parents en équipe. Voilà, on a 6 utilisations, 6 usages qu'on voit bien comment actionner, mais on le disait tout à l'heure, le manque de temps, je me dis: «OK, c'est sympa ça, super, mais quel temps je dois investir pour commencer et pour me lancer dans cette idée?» Alors la première chose, moi, je vais vous parler de ce qu'il faut pas faire. Enfin, sauf si vous voulez mettre comme moi 10 ans. Vous y mettez. Après, vous avez le Merci. droit, vous avez le droit. Mais je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai mis 10 ans et pourquoi les personnes que je forme là, elles mettent 3 mois, 6 mois, quoi. Voilà, donc après vous choisissez votre camp après. Je vais vous expliquer. La première chose, c'est que très souvent la méthode classique, c'est qu'on va nous dire de commencer, par, des choses qui sont décrochées. Donc très souvent on va dessiner des pictogrammes, on va dessiner du lettrage, et cetera. Tu vois? Voilà, donc moi j'ai des carnets, je vais vous montrer un peu mon cimetière des carnets n'ont jamais été terminés. Alors voilà, hein, des beaux modèles, alors tu vois? Voilà, je recopie, super et puis après je suis là et qu'est-ce qui s'est passé? Quand moi je dois m'en servir, est-ce que je m'en souviens? Bah non, je m'en souviens pas. Pourtant vraiment, moi j'étais là et je reproduisais plein de pictogrammes, plein de trucs. Moi j'ai découvert ça en 2012. Je me dis: «Mais ouais, c'est sympa, c'est génial, je veux m'y mettre, super». Mais c'était sorti de son contexte et en plus, voilà, j'avais beau, répéter et faire plein de séries et les refaire les uns les autres, quand moi je devais m'en servir, m'en souvenais pas. Donc je pouvais pas trimballer ma valise avec tous les modèles, sur moi tout le temps, tu vois? Et il y a cette idée que si c'est décroché, si c'est sorti de son contexte, on n'arrive pas à s'en servir. Donc voilà, éviter le cimetière des carnets, jamais terminés et puis super frustrants. Voilà, pour moi, c'est pas simplement, une technique quoi, qui est hors sol. Donc c'est pas, j'apprends des pictos, j'apprends des lettrages, j'apprends des couleurs et puis, derrière je suis tout seul pour le mettre en œuvre et moi, c'est ce qui m'a vraiment bloquée et puis l'autre chose, c'est que souvent les modèles qu'on va voir, c'est des modèles ou des pictogrammes qui sont plutôt, liés au monde du travail. Comme ça a été beaucoup développé, il y a des trucs, nous, ça n'a rien à voir quoi, le sketchnoting, la pensée visuelle pédagogique, bah, on parle pas des mêmes sujets, on n'aborde pas du tout les mêmes choses, donc on est là un peu, on a un truc et moi je savais pas faire et puis des fois ce qu'on te propose, c'est de t'entraîner
en sketchnotant des articles de magazines ou en regardant des conférences et des TEDx. Bah, j'avais pas que ça à foutre en fait. Moi, j'avais déjà non mais sérieux, j'étais déjà tellement occupée avec tout ce que je devais déjà représenter, faire. Moi, je pouvais pas prendre un temps en plus, en dehors de mon travail, de tout ce que je devais préparer pour la classe, pour ça. Donc, c'est si tu veux, souvent les formations, elles sont, peut-être elles vont convenir, dans un cadre, entreprise et cetera. Mais oui, si on apprend comme ça, moi en tout cas, ça a pas marché du tout, du tout, du tout. Et donc, j'ai commencé à partir à l'enquête en me disant: «C'est comme une langue étrangère». Tu vois? Quand, j'ai appris l'anglais, quand j'ai appris, l'espagnol, je me suis occupée de faire des choses en dehors, d'entendre, d'avoir un bain de langue et cetera pour savoir parler la langue, la comprendre et tu vois, sur le vif, pouvoir sortir les mots, les expressions. Et là, c'est sur le vif, sortir les pictogrammes, les dessins, l'organisation et cetera. Donc, j'ai identifié 6 dimensions et qui sont aussi, les 6 choses à dompter, en fait. Et quand j'ai fait ça et pourquoi ça marche, c'est parce que c'est ça la vraie problématique du sketchnoting, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas de faire joli, c'est en fait de faire des liens. Donc pour moi, les 6 dimensions qui sont importantes, c'est de dompter la ligne. Quand vous savez déjà écrire, de toute façon, vous avez déjà quand tu sais, on faisait des boucles et cetera. C'est si je dompte ma ligne, si je sais maîtriser ma ligne, je saurais faire les lettres, je saurais faire les tracés et cetera. La deuxième, c'est dompter les formes, parce que la plupart on veut ici un dessin très stylisé et très simple, en mode maternel. Donc c'est des formes assez basiques qui sont associées, qui sont ensemble. Donc si, comme tout à l'heure, je vous disais dans mes carnets, j'ai recopié, 1000 fois le même dessin, mais que j'ai pas compris la structure de ce dessin, comment il est composé, tu sais, c'est comme, la syllabique quoi, hein, c'est comme, comment tu associes les lettres ensemble. Bah, là, c'est pareil, comment tu associes les traits ensemble? Comment ça se construit? Parce que sinon, je saurais pas j'aurais pas la chorégraphie, je saurais pas faire ce geste, en fait. Et J'aurais tu sauras pas plaqué les mobiliser en temps réel, en fait. ben voilà, c'est ça. Donc C'est c'est ça. pour ça que je peux apprendre d'un Ouais, truc ouais. d'un côté et pas savoir l'utiliser de l'autre. Donc dompter la ligne, première dimension importante, dompter les formes, dompter l'espace, ça va être très important. Pourquoi souvent je suis bloquée, je n'arrive pas à commencer? Eh bien, c'est parce que je ne sais pas quoi mettre où. Donc c'est le syndrome de la sketch note blanche. Du coup, j'ose même pas commencer. Alors, on n'en a pas parlé encore, mais les cartes mentales, pour moi, ça fait partie de la pensée visuelle et pour moi, c'est une forme de sketch note. Simplement, il y a un modèle où, on part du centre et on tire des branches. Bah, il y a pas que celui-là. Des fois, c'est pas très adapté dans ce qu'on veut dire, d'avoir le truc central et voilà. Donc, c'est avoir un ensemble de types de représentations, de compositions et quand j'ai ça en tête, ben voilà, ou quand je sais comment gérer l'espace, comme on a dit tout à l'heure avec notre palais de la mémoire, alors je peux me lancer. Donc dompter l'espace, ça va être important. Un des trucs, cachés et auquel on pense pas, en fait, parce que comme c'est visuel, on voit vraiment le visuel, mais la vraie problématique et en tout cas, moi, ça a été le vrai bénéfice. Je ne suis pas du tout quelqu'un de synthétique. Je ne sais pas dire quelque chose simplement, sauf si je te fais une sketch note, quoi. Donc c'est la synthèse. C'est que là, ce qui est génial, c'est que, un, tu ne sais pas tout dessiner, mais c'est génial parce que tu ne vas pas tout dessiner. Voilà, donc et tu vas dire: «Bon, alors dans ce que je peux arriver à faire, dans ce que je vais faire, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que je dois garder?» Tu n'as pas la place de tout mettre, donc c'est super et c'est ça qui t'oblige à être très synthétique. Donc là, ceux qui sont dans mon camp là, la synthèse pour vous, c'est un enfer. Vous allez voir grâce au sketchnoting, mais c'est waouh! Et il y a un nouveau monde qui s'ouvre, quoi et ceux qui sont déjà à l'aise avec la synthèse, bon, bah, voilà, vous direz: «Oui, bah, moi je sais, hein, bon, bah, c'est cool, frimez pas non plus, c'est bon, hein, on fait ce qu'on peut». Voilà, la synthèse, on n'y pense pas quand on voit les sketch notes, on pense surtout au dessin et cetera. Mais non, en fait, c'est comment j'arrive à garder l'essentiel. Là, je suis en train de vous montrer une sketch note avec des marches d'escalier en vous disant: «On va progressivement le faire». Je vous ai fait des petits bonds là, comme ça, on peut monter une marche après l'autre ou au contraire, on est déjà à l'aise avec certaines dimensions, donc on prend que la marche 4 et puis la marche 6, par exemple. Et ben, vous voyez comment j'arrive à le faire avec juste une ligne, quoi. C'est vraiment cette idée. Un élément, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la 5e dimension sur les 6, c'est dompter le temps. Si il me faut 3 mois pour faire ma sketch note, j'utiliserai jamais dans le cadre de ma classe et en tant que pédagogue, quoi. Ça marche pas. Donc apprenez à faire vite et c'est génial parce que, moi j'apprends là à mes membres à le faire en temps très limité toujours. Et comme ça, quand après elles ont un quart d'heure, des fois, enfin 2 minutes, 5 minutes, j'ai: «Ah et 7 minutes», on est large, hein. Quand des fois elles ont un quart d'heure, 20 minutes, elle me dit:
Ouais, c'est cool, en fait, on a trop de temps maintenant. Parce que c'est la réalité de notre métier. Il faut, nous, c'est être capable de le faire vite, de le faire sur le vif. Et ce qui est génial, c'est que ça permet de lâcher prise, quoi. Je ne vais pas me demander la même chose si je sais que j'ai que 30 secondes ou une minute, ou si je sais que j'ai 3 heures, quoi. Donc, je vais pouvoir apprendre à lâcher prise. Et puis la dernière dimension qui est très importante, c'est pas juste pour faire joli, dompter le style. C'est tout simplement que si j'ai une sorte de charte graphique, si je sais quelle couleur je vais utiliser, quelle hiérarchie entre les titres, les sous-titres, etc., eh bien, je ne me pose plus la question, je suis disponible pour le fond, pour le contenu. Et donc, je ne me prends pas la tête. Donc, moi, j'invite vraiment d'abord à décider, quitte à changer son style après, hein, à le développer, mais j'incite vraiment d'abord à définir un premier style de base qui fait que quand je me lance, bah voilà, ça se ressemble, je le fais et après je me prends plus la tête, je peux oser, je peux y aller. Donc Surtout que, ouais, Sarah, ce style, on l'a quand on prend des notes, par mais oui, exemple. On a tous notre manière de d'écrire un titre, mais oui, de faire un petit décalage. Et on a tous un style, et j'aime bien l'idée de charte graphique parce que il faut que ça soit confortable et qu'il y ait des repères d'un oui. document à un autre. Mais Et c'est pour exactement soi, ça. et pour nos élèves. C'est ça. Alors, c'est te dire, bah, je fais toujours un peu pareil. Donc ça, bah, c'est pratique, c'est rapide et tu te prends pas la tête. Mais pour tes élèves, dans le visuel, si à un moment donné, une des grosses difficultés, tu sais, j'avais analysé ça, j'avais pensé à ça il y a quelques années, je me suis dit, mais en fait, quand nous, on était à l'école, on avait des manuels. Et moi, je me souviens, je regardais le manuel, le nouveau manuel de maths, par exemple, et je me disais, oh, ah ouais, d'accord, on va apprendre tout ça. Donc, je me souviens, tu vois, genre en CM2, je regardais, je disais, oh, à la fin, je serai grande, je saurais faire tout ça, etc. Et je me souviens que quand j'étais au milieu de l'année, je regardais ce que j'avais déjà fait. Et à la fin de l'année, je me disais, ah ouais, ouais, c'est marrant. Tu sais, quand on devait rendre les manuels et tout, je disais, ah, c'est marrant tout ça. L'année dernière, je voyais pas du tout de quoi il s'agissait, etc. Mais je me voyais évoluer et les leçons, elles ont une charte graphique. Il y a le titre qui est là, voilà, les indices ou le lexique ou les choses qui sont là, etc. Ça fonctionne toujours pareil. Nous, depuis qu'on est passé à Internet et qu'on publie nous-mêmes nos supports, alors ça a l'avantage d'avoir cette liberté pédagogique, d'ajuster le contenu, etc. Mais la problématique, c'est qu'il y a un truc qui est photocopié qui vient de là, qui vient de là, qui vient de là. Ce qui fait qu'on demande tout le temps à nos élèves de se réadapter et de comprendre comment fonctionne ce document-là, et c'est jamais les mêmes. Et voilà, s'il y a plusieurs profs, ben c'est pareil, il n'y en a pas un qui a les mêmes trucs. Donc, ce que je faisais, moi, à la fin quand j'étais dans ma classe, j'essayais d'uniformiser le plan de travail, au moins la page de couverture, même si je reprenais des exercices, j'essayais de les mettre dans un contour, un cadre, dans quelque chose, voilà, dans un canevas qui permette de se repérer facilement, de rentrer vite dans les consignes. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on a perdu ça. On a gagné de la liberté, on a gagné de la souplesse et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que vraiment, moi, j'incite, quand on crée ses propres supports, à faire attention à ce canevas, à cette charte graphique, parce que il y a beaucoup de nos élèves qui perdent leur attention. Tu vois, alors les dyslexiques et autres, j'en parle même pas. Ça y est, le temps d'attention qu'ils avaient, les TDAH et autres, le temps d'attention qu'ils avaient, ah, c'est foutu. Ils ont essayé de deviner à peu près où était la consigne. Ah ben mince, ça y est, c'est fini. Ouais, dommage. Ok, si je veux me lancer, tu nous fais un joli cadeau, Sarah. En tout cas, tu fais un Ouais. joli cadeau à ceux Mais et parce que celles moi, je qui vous nous... aime. Oh, mais c'est tellement mignon. Non, mais Allez, c'est vas-y. vrai! Non, mais Allez, c'est vrai! Les profs, on souffre enfin, je sais tellement ce que c'est, on souffre tellement, personne le sait, tout le monde a l'impression qu'on a, trop de vacances, on est trop payé à rien foutre, alors qu'on souffre, on pleure, on n'en peut plus, et cetera et voilà et j'avais vraiment envie que vous passiez pas, 10 ans comme moi à souffrir et je me suis dit: «Bah oui, vous faire un cadeau quand même». Alors, moi, j'aimerais que... Alors, pour terminer, donc, que tu nous présentes ce que tu proposes à ceux et celles qui nous écouteront, OK. qui nous regarderont. Et pour introduire ce cadeau, mais que tu nous parles de l'université du kiff pédagogique. Ça, c'est Oui! tellement du Sarah, quoi. T'as raison, t'as raison. Voilà, je me suis dit, moi à la base, j'avais une formation d'universitaire et je voulais faire une thèse. Donc, j'aime bien les choses rigoureuses. Et d'ailleurs, hein, d'ailleurs, le sketchnoting, ça, pourquoi je m'y suis mise. La première fois que j'ai découvert en 2012, c'était un TEDx et elle parlait de dessiner en classe et tout ça. Et je me suis dit, bah non,
C'est pas sérieux quand même. Et moi, j'ai eu besoin d'arguments concrets et scientifiques pour démontrer la véracité avant de m'y mettre. Donc aujourd'hui, ça m'amuse. J'aime bien le côté fun, hein, c'est le côté kiff pédagogique. Donc je m'amuse, j'aime épanouir mes élèves, leur apporter le meilleur. Moi, je m'éclate là-dedans, mais eux aussi. Donc ça, c'est le côté kiff pédagogique. Mais le côté université, c'est cette idée. On vient vraiment apprendre des choses sérieuses et solides. Même si on le fait dans la bonne humeur et dans la joie, c'est sérieux, c'est solide. Du coup, j'ai créé l'université du kiff pédagogique pour accompagner en particulier les profs qui avaient envie d'avoir des outils. Là, on a parlé de différenciation pédagogique, etc. Et leur donner mon best-of et comment faire ça plus vite, plus facilement. C'est un lieu où on a des ateliers réguliers, il y a différentes choses et on peut aller au bout de ce côté enseignant-chercheur et avoir enfin un temps pour être accompagné, se poser, être entre nous, crash tester et se sentir comme un cocon, tu vois, où tu es en sécurité, où il y a plein de ressources à ta disposition, mais il y a aussi surtout beaucoup d'accompagnement et de suivi. Parce que moi, j'adore ce que vous faites avec Être prof. J'ai participé au démarrage et j'en suis ravie. Pour des raisons perso, j'ai dû voilà, gérer d'autres choses et j'ai envie, moi aussi, de continuer. J'avais envie d'apporter autre chose et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait proposer dans un suivi, dans un vrai, une supervision, des retours, des échanges entre collègues et puis surtout de l'innovation pédagogique, quoi. Voilà, c'est comment vous donner les raccourcis parce que moi, chaque fois que j'avais une idée, je voyais un truc bien, bah, il me fallait 5 ans pour vraiment le mettre en œuvre dans ma classe parce qu'on n'a pas le temps, c'est trop long. Tandis que si on m'avait apporté et c'est ce que j'ai fait, je me suis dit: «Tiens, maintenant, moi, je vais m'occuper de cette partie-là». Si j'avais une assistante qui me préparait tous les trucs et tout ça pour qu'après, moi, j'ai juste à la mettre en œuvre, bah, c'est ça, en fait, l'université du kiff pédagogique. Et tu vois, si tu prends sur l'exemple du sketchnoting, tu vois, on fait des jeux, hein, on fait des défis, mais on a le défi, il y a le avant, pendant, après. C'est comment je mets en œuvre tout ça, donc qu'est-ce qui va m'y préparer, que je me focalise, mais moi je peux partir sur tout, hein, tu sais, tu aimes bien souvent parler du premier petit pas possible, plus simple. Ben voilà, on est là-dessus, on se focalise parce que voilà, souvent voilà, les personnes elles ont comme moi hein, plein d'idées, ça va dans tous les sens, donc on canalise tout ça. Le pendant, on se donne un défi. Moi j'aime bien se donner un défi sur un temps court. Viens délire. Ça c'est fait hop en 3 heures, en une journée, en machin et tout. Et après on n'en parle plus, c'est nickel en tout cas. Le truc est très clair. Donc voilà, on est là-dessus. Et puis à la fin, après, il y a comment je peux avancer, mettre en œuvre, revenir dessus, ne pas oublier, avoir le retour des autres collègues qui ont réfléchi. Parce que malheureusement, on n'a pas souvent, pas toujours, pas souvent dans nos équipes ce soutien-là, Tout à fait. ces échanges-là. Ça manque. Et on sait que c'est un pilier fondamental pour ne pas craquer dans ce Mais métier, c'est oui, d'être entouré. Donc, mais oui, soit mais on oui. a la chance d'être entouré dans une équipe dans notre territoire, soit il faut trouver des alliés autrement. Ouais, c'est ça. Être prof, université du kiff, hein. Il y a tellement de réseaux enseignants qui viennent pallier à ce manque Ouais. en territoire. Alors, parle-nous de ce cadeau. Mais oui, Alors, je me suis dit que, au lieu de te parler, là, je t'ai parlé des 6 dimensions, le mieux, c'était d'essayer de faire des petits jeux. Alors, tu vois, là, c'est au crayon de papier, je fais exprès parce que je veux te laisser la surprise, je veux pas que tu vois. Donc, tu aperçois un petit peu comme ça. Et l'idée, c'est qu'on va créer ensemble, c'est un atelier que j'ai enregistré en vidéo, tu vas voir, qui va durer à peu près une demi-heure. Et dedans, tu vas découvrir chaque dimension, tu vas faire des petits jeux d'initiation pour commencer à créer tes premiers petits personnages, ton style, etc. Comme ça, ben, tu pars pas de la sketch note blanche, tu restes pas bloqué et puis, tu repars, tu peux le mettre dans ta poche tranquillou et tu peux, tu vois, vraiment démarrer. Voilà donc, attends, je vais te montrer. bah, génial, ça veut dire que là, je peux me lancer Ouais, et c'est toute ça. seule au moment où je le souhaite. Mais ça, c'est un joli cadeau, en tout cas. Heu, on peut être très inspiré, par les échanges qu'on a, ici et puis des fois on se dit: «Ouais, OK, mais là, je fais quoi? C'est ça, Comment je le et commence?» après. Eh ben, merci de nous proposer, ce 5P, un premier plus petit pas possible. Merci. Voilà, donc c'est une Voilà. demi-heure, c'est concret, tu sors tes crayons. Alors, bon, on peut dire: «Tu vas faire mumuse». En fait, tu vas pas que faire muse, on a compris. Tu vas pas que faire joli, on C'est a ça. compris. Voilà, en fait, tu vas dompter la courbe de l'oubli, tu vas oser, tu vas, rendre, tes consignes beaucoup plus, visuelles et faciles et accessibles. Tu vas accélérer l'entrée dans la tâche, tu vas accélérer la mémorisation. Je te dis ça parce que des fois, tu sais, on peut se dire: «Ah mais quand même, j'ose pas, nin mais t'inquiète, voilà, donc c'est le but. Oui, mais on est bien dans nos missions, d'enseignants et d'enseignantes.
Merci pour cet échange, Sarah. On voit bien hein, que la pensée visuelle est bien plus qu'une simple technique. Ça me semble être un outil très puissant pour prendre soin de nous en tant Oui. qu'enseignants et puis Ouais. pour enrichir notre pratique. Alors, en résumé, mettre de la joie dans notre quotidien et mettre quelques paillettes dans les yeux de nos élèves, je dirais que ça se tente. Merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir, Nathalie. Au revoir tout le monde.